C'est ça. Nous sommes Ben Abignon, Fresh, nous sommes déjà quelques-uns sur cette vidéo en direct. Merci de me faire cette aumône régulière, de m'écouter, d'écouter quelques partages que j'ai pris l'habitude depuis quelques années de faire parfois spontanément avec vous. Ici, à Paris, je vais prendre le temps comme quand j'avais fait un message pour dire de manière très claire et de manière très ferme pourquoi je soutiens cet excellent personnage qu'est Maurice Kamto, ce Camerounais qui a tant apporté à notre vie citoyenne, à notre vie politique, victime effectivement de ce qu'il a apporté, c'est-à-dire d'être à la fois le fruit d'une pensée qui est une pensée généreuse de son temps, de son époque, de son Afrique et de son Cameroun, une pensée qui transcendait les différences qui pouvaient être des obstacles, qui pouvaient être des murs, les ponts qu'il a essayé d'établir. Donc j'ai essayé autant que faire se peut à mon niveau, et j'ai expliqué encore il y a quelques jours, je le disais à mon frère Salomon Dedi Moussinga, il y a quelques instants, de qui je venais de me séparer, qui a pris son train tout à l'heure. Quand on me dit, quand des Camerounais, des frères et sœurs, ceux qui sont venus à notre meeting historique de rencontre avec Maurice Kamto le 31 mai à Paris, quelque chose de formidable et d'inoubliable, une aventure et une expérience citoyenne que je souhaite à tout le monde, qui me disent, écoutez, écoute Abdelaziz Moundé, j'ai tel candidat, j'ai telle personne, telle personnalité que je soutiens au Cameroun, et une personnalité ou une personne, un personnage politique qui a repris ou qui reprend les engagements, les combats que tu as menés à Paris, dans les salons, dans les rues ou tout simplement dans divers endroits en France où tu t'étais installé. J'expliquais de manière très simple à ce frère que le déficit de culture politique et citoyenne fait que les uns et les autres ne savent pas toujours ce que c'est la politique et surtout la politique en temps d'élection. Le temps d'élection, c'est le temps de la dynamique. Le candidat, la personnalité qui est en dynamique, qui peut représenter en termes d'incarnation, qui peut aspirer, qui peut composer. Et que, effectivement, quand vous avez un leader politique comme Maurice Kamto qui vient nous dire sur la place de la République à Paris, parce que c'est quelqu'un qui en 79, en 78, dans sa chambre d'étudiant, avait Che Guevara et Cheikh Anta Diop, dont dans sa chambre comme portrait, comme poster, parce qu'à l'époque, les gens pouvaient avoir des photos de Kempes, de Thomas Kono ou de Zobio, que sais-je encore, mais lui, ce qu'il avait dans sa chambre, c'était des posters de Che Guevara et de Cheikh Anta Diop. Et que par conséquent, en 2025, le 31 mai, quand il est venu nous dire à Paris qu'il fallait soutenir l'AES, l'Alliance des États pour le Sahel, les trois pays, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso et le Niger, c'était assez inédit. Parce qu'on connaît sur le plan géopolitique, sur le plan diplomatique et sur le plan géostratégique,
les différences, les divergences et les conflits structurels qui existent entre ces pays et la France. Et c'était sur la place de la République à Paris, en présence des services de renseignement, en présence des services de police, en présence de tout ce que vous pouvez imaginer des services de sécurité en France. Il a dit, et il a aussi évoqué quelque chose de très puissant. C'était en reprenant les exemples de Marcus Garvey et de Che Guevara, de Kwame Nkrumah, autant pour moi, Che Guevara, ça ne me quitte pas. Marcus Garvey, c'est qui simplement, pour faire simple? Marcus Garvey, c'est un Jamaïcain, donc un afro-descendant, qui est allé s'installer aux États-Unis et qui est aujourd'hui reconnu comme étant l'un des chantres du panafricanisme, c'est-à-dire du lien et des solidarités qu'il y a entre des personnes originaires d'Afrique à travers le monde. Et Marcus Garvey n'avait pas fait simplement qu'énoncer à la suite d'un certain nombre de figures, hein, que ce soit Webb Du Bois qui a fait le premier congrès panafricain en 1919 à Paris, ici sur le boulevard des Capucines à l'hôtel Intercontinental, ou d'autres qui avaient depuis 1900, c'est la première conférence panafricaine, c'est-à-dire c'était à Londres, la première conférence panafricaine à Londres sur la rétrocession aux Africains des terres qui leur avaient été dépossédées. Et donc, du coup, quand il a pris ces exemples-là, il parlait de questions qui sont structurelles et des questions qui sont stratégiques. Et c'est ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que dans la composition pour aller à une élection, pour prendre le pouvoir, pour transformer, il faut des compositions, il faut une incarnation, il faut une idée, il faut une vision. Et c'est cela. C'était pas un soutien comme ça, qui était un soutien émotif, un soutien de quelqu'un qui se cherchait. Non, je ne me cherche pas. J'ai la tête froide, la tête haute. Je sais ce que je veux, je sais ce que j'attends à la fois de la vie politique, de la vie citoyenne. Je sais ce que j'attends du monde des idées. Et que par conséquent, on avait donc ce discours-là. Et puis, ceux qui avaient colporté de façon perfide le message de Maurice Kamto s'étaient arrêtés au mot de l'unité foncière. Ils avaient compris ce qu'ils avaient à comprendre, englués et embués par l'esprit ethniciste, tribaliste et ostracisant qui caractérise un certain nombre de figures dans la classe politique au Cameroun ou dans la vie publique. Eh bien, ils s'étaient arrêtés à la question de l'unité foncière parce que les gens sont un peu sclérosés par la question du terrain, la question du foncier au sens basique du terme, alors que ce monsieur ne parlait pas de ça. Il ne parlait pas de terrain, il ne parlait pas de vente de terrain à Akwa, à Bonanjo, en Simalène ou en Siméon. Non. Il parlait de l'unité foncière d'un peuple qui bâtit ce qu'on appelle la Camerounité, comme les Indonésiens qui s'étaient réunis pour définir les 10 principes qui caractérisent un Indonésien, c'est-à-dire la Pancasila. 10 principes. C'est-à-dire que vous avez un pays qui a 700 langues, 13 000 îles, qui est un archipel qui est encore plus complexe que ce qu'est le Cameroun, mais des personnes qui ont réussi à bâtir l'indonésité, c'est-à-dire un pays ou une nation qui émerge, qui a connu une aventure coloniale, celle de Hollandais. Vous savez d'ailleurs que les tissus comme le wax hollandais, on le doit à cette aventure hollandaise, à cette occupation, cette colonisation sauvage de l'Indonésie qui est allée justement sur les terres de Java et du Timor, ce qu'on appelle le Timor oriental. 700 langues, 13 000 îles, et ils ont réussi à bâtir un pays. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a des Camerounais qui ont écrit l'urgence de la pensée comme Maurice Kamto, et il y a des Camerounais comme Vroussia Tinai, comme Bernard Follon, des Camerounais comme Jean-Marc Ella, comme Mongo Betty, parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque où les influenceurs ont remplacé les penseurs, où l'influence a remplacé la pensée, où l'opinion a remplacé la pensée également. C'est-à-dire que donner une opinion, faire un post sur Facebook, effectivement, ça remplace la pensée. C'est-à-dire que quelque chose d'élaboré, où on réfléchit avant d'agir, où on réfléchit avant de choisir, où on réfléchit effectivement avant de franchir le pas en politique. Et donc dans le sillage de ce que j'étais en train de dire, vous avez vu et constaté comme moi, chers amis, chers frères et sœurs, que depuis la dynamique qui est portée par 2 figures de notre vie politique, à savoir Bello Bouba Maïgari et Issa Tiroma, qui sont ressortissants de la partie septentrionale du Cameroun, qui sont des dignes fils de notre pays, de l'Afrique, du Cameroun et de la partie septentrionale des dignes fils Peul, eh bien vous avez constaté la bienveillance extraordinaire qui caractérise le déploiement de ces 2 personnalités.
il y a un certain nombre de leaders d'opinion, on va appeler ça comme ça, de figures, qu'elles soient des clercs, qu'elles soient des intellectuels, qu'elles soient des professeurs d'université, qui s'étaient érigés en pourfendeurs et en contenteurs de Maurice Kamto. Et ils avaient associé la figure de Maurice Kamto avec son origine ethnique. C'est-à-dire que quand ils parlaient de Maurice Kamto, ils parlaient d'ethnofascisme, ils parlaient des frères du village, ils parlaient effectivement de Jujubar, de tontinard, comme on a entendu l'expression qu'on doit à un professeur qui a tellement recouvert sa veste qu'elle est complètement élimée aujourd'hui et elle lui retire la part de dignité, la part de figure haute qu'on lui reconnaissait. Vous avez donc vu, vous avez donc compris qu'il y avait un problème. Et quand, avant le meeting de Paris, je parlais des variantes du tribalisme camerounais, qui étaient la bamiphobie et la kamtophobie, certains pensaient que tout simplement parce que je suis soutien de Maurice Kamto, je parlais de ça. Non. C'est que pour soigner un mal, on le dira, je vais filer la métaphore médicale. Pour soigner un mal, il faut en être conscient. Il faut en faire le diagnostic. Il faut poser le diagnostic. Et c'est l'une des traductions, l'un des symptômes du mal camerounais, la bamiphobie. Et on vient encore de le voir. C'est-à-dire que vous avez à Maïganga, sur le parcours du ministre d'État devenu candidat Bello Bouba Maïgari, sur le parcours des populations bien identifiées qui s'opposent de façon ostensible à un sous-préfet, dont une autorité administrative, et qui font mieux, qui porte sur la chaussée, c'est-à-dire qu'il se met en travers de la chaussée, son véhicule barre le cortège, et il porte le véhicule du sous-préfet de la localité. Vous imaginez, il y a quelque temps ici, puisque ceux que j'appelle les contenteurs, les pourfendeurs de Maurice Kamto, il y a eu dans les rues de Paris, de Bruxelles, des choses qu'on associe à Maurice Kamto quand on a enfariné le ministre de la Jeunesse, M. Mounouna Foutsou. Eh bien, le pays s'est arrêté, le pays s'est figé. Vous aviez des discussions, des débats, des thèmes de débat à n'en plus finir. Vous avez même des marches qui ont été organisées, des communiqués du gouvernement. Dans notre pays, le Cameroun, des Camerounais ont brûlé des sous-préfectures, à Komdeu, Kribi, ont mis à sac des bâtiments administratifs. Et là encore, à Maïganga, nos concitoyens ont fait la preuve que quand on est en nombre, quand on est nombreux, beaucoup, comme on dit en langage trivial, en langage de nos marchés, de nos quartiers, quand on est beaucoup, on forme une masse critique. On l'a vu à Maïganga. Alors je me pose la question, un exercice logique simple. Comment ce qui est appliqué avec des propos venimeux à l'encontre d'une composante ethnique, sociologique du Cameroun ne l'est pas pour d'autres? Pourquoi le soutien d'un certain nombre de Camerounais qui sont d'origine Peul, qui sont du septentrion, démissionnent de façon massive de partis comme le PCRN, comme le RDPC, rejoignent en nombre l'UNDP ou le FSNC et c'est motus et bouche cossue? Personne n'en parle. Personne ne répète cela. Il y a des gens, des figures qui du jour au lendemain occupaient des positions dans les partis politiques que j'ai cités tout à l'heure et qui en sont partis spontanément dès l'annonce à la fois de la démission et de la présentation des candidatures de Issa Tiroma Bakari et de Bello Bouba Maïgari. Il y a eu de la bienveillance, aussi topo, comme on dit en Douala, du silence. Les gens n'ont pas parlé. T'as volé, c'est on dit en foufoulde, t'as volé, on ne parle pas. On ne parle pas, on ne dit rien. Mais il y a quelques mois en arrière, regardez, il y a des Camerounais qui ont voulu se rendre au Conseil constitutionnel. Ils sont en prison, ils sont en détention au Cameroun. Des personnes qui sont allées au sens de la loi. Je ne vais pas me lancer ici dans un juridisme échevelé. Je ne vais pas vous casser la tête, vous abreuver comme ça indûment d'articles de loi. Mais c'est dans le corpus juridique camerounais.
Les débats au Conseil constitutionnel sont des débats publics en matière électorale. Des débats publics. Mais des Camerounais se sont retrouvés, sont en prison, sont en détention. Certains sont libérés au compte-gouttes. Ils sont partis de chez eux pour exercer un droit citoyen. C'est-à-dire que, un peu comme mon cher Alain Foguet, qui est juste allé chez Maurice Kamto. Maurice Kamto qui était séquestré dans son pays, dans sa ville, dans notre cher Yaoundé, séquestré chez lui. Foguet se rend chez Kamto et Foguet en prend pour 7 ans. Bibou Nissak est chez lui, à la maison. Bibou Nissak en prend pour 7 ans. Mais des Camerounais qui peuvent allègrement porter le véhicule d'un sous-préfet sont libres de leur mouvement. Bien au contraire, ils l'ont fait avec leur gandoura, fiers, beaux, portant beau. Et le ministre de l'administration territoriale, jusqu'à présent, jusqu'à l'heure où je vous parle, est quoi? Le Moulinex au Cameroun n'écrase que le jujube. Le Moulinex au Cameroun n'écrase que le fiekap. Le Moulinex au Cameroun choisit ses condiments. Parce que le ministre Atangandji, ce dont je parle, le ministre Atangandji est quoi? Il y a un sous-préfet qui est sous l'autorité du ministre de l'administration territoriale, le ministre Atangandji. Un sous-préfet qui a failli être molesté. Ceux qui ont porté ce véhicule avaient des bidons d'essence. Ils ont mis en garde. Et le responsable de ce parti, qui est président des jeunes, l'a dit explicitement, a dit qu'ils avaient des bidons d'essence. Je parie qu'un responsable du MRC aurait dit cela, il serait déjà en prison. Le responsable du MRC qui aurait osé dire qu'il avait des bidons d'essence en présence d'une autorité administrative serait déjà en prison. Il en aurait pris au tribunal militaire pour Obama 5 ans. Voilà notre pays. Voilà le Cameroun. Voilà le pays où un informaticien à la retraite peut venir en complicité avec le ministre de l'administration territoriale manipuler les données, violer la loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun en ses articles 66 et 67 et être libre de ses mouvements. Voilà un pays où on peut considérer que du jour au lendemain, on est président d'un parti politique par la simple déclaration d'un ministre qui se dit ministre dans un état de droit. C'est le même pays, c'est le même Cameroun. C'est le Cameroun du 2 poids, 2 mesures. C'est le Cameroun où on peut être en Méganga, porter le véhicule d'un sous-préfet et être libre. Et où on peut être à Yaoundé, aller au Conseil constitutionnel pour assister à des débats qui sont publics au sens de la loi et être en prison. C'est le Cameroun. C'est notre Cameroun. C'est le pays qu'on accepte. On nous demande de l'accepter comme ça. Et tout ce que les gens font, c'est de m'appeler, c'est de nous appeler pour dire qu'il faut soutenir Issa Tiroma, qu'il faut parler à Kamto, qu'il faut peser de l'influence que nous aurions pour que Maurice Kamto se prononce en faveur de je ne sais pas trop qui et de je ne sais pas trop quoi. Les Camerounais, vous avez vu nos frères ivoiriens, ils n'ont rien cassé à Abidjan. Ils ont exercé leurs droits citoyens. La manifestation n'est pas un crime. La manifestation, et nos frères ivoiriens l'ont prouvé, n'est jamais un crime. C'est un droit constitutionnel. C'est dans le bloc de constitutionnalité de la Constitution camerounaise du 18 janvier 1996, modifiée subséquemment. Et voilà donc dans un pays que ceux qui de façon pacifique ont toujours dit les choses et même mis en garde. Il y a quelques jours, on nous disait, quand Maurice Kamto, quand Apollinaire Oko, quand Emmanuel Ateba, quand Okala Ebode, etc., ou Tirane Balbi Noah, formulaient des communiqués, portaient des combats citoyens sur le plan juridique, en termes de culture juridique citoyenne. Qu'est-ce qu'on nous disait? Déstabilisation du Cameroun, ça ne sert à rien.
Regardez les plaintes qui sont déposées au Conseil constitutionnel par Joshua aussi. Joshua aussi qui a passé le temps à pourfendre Kamto. Joshua aussi va pour déposer des plaintes au Conseil constitutionnel pour des histoires de points levés de Che Guevara, de Bob Marley, de Thomas Sankara, de Nelson Mandela, de Winnie Mandela, de Amilcar Cabral. Voilà les plaintes de Joshua aussi, qui pourfendait Maurice Kamto, qui disait que ça ne sert à rien, qui a passé le temps à casser du sucre, qui a passé le temps de façon arrogante à dire que ça ne servait à rien, ce que Kamto faisait. Regardez la plainte de Keremuna et de Maître Ndoki, et qui appelle à juste titre notre pays et combat moyen, effectivement, le peuple du Très-Haut. Oui, et combat moyen, ma chère Ndoki. Oui, ma très chère. On va au Conseil constitutionnel. Il y a quelque temps, Maurice Kamto, quand on parlait des questions de vacances du pouvoir, vous étiez où? Vous ostracisiez Maurice Kamto. Certains l'avaient quitté pour les raisons que vous connaissez, que N'Djamène met en évidence aujourd'hui. Que N'Djamène met en évidence aujourd'hui. Célestin N'Djamène met en évidence aujourd'hui. Les raisons qu'il met en évidence aujourd'hui. On demande d'invalider la candidature du président Biya pour les mêmes raisons que cet exercice de culture juridique et citoyenne. Les communiqués qui viennent après coup. Comment dans un pays Yebga, Dieudonné, falsifie le ministère de l'administration territoriale et fait un faux. Et les opposants, entre guillemets, sont là. Écoutent, entendent, vont aux élections, ne se dressent pas comme un seul homme, à l'appel de ce que notre cher Agbo Bala avait voulu faire. Dire que ce n'est pas pour Maurice Kamto. Non, c'est pour les principes, pour demain. Parce que quand on disait l'autre, quand ils sont venus chez le voisin, je n'ai rien dit. Mais c'est quand ils sont venus devant ma porte que j'ai compris. Et j'ai commencé à prendre peur. Agbo Bala avait demandé à tout contre cette injustice. Il lui avait demandé. Et on n'a pas suivi. Personne n'a suivi. Les gens ont fait des communiqués après coup. Les médecins de la 25e heure, les larmes de crocodile, les attitudes hypocrites, les attitudes pour se donner bonne conscience. Mais on sait. On sait. Et j'ai envie de dire à mes frères et sœurs camerounais qui ont pensé que Maurice Kamto était venu dans la vie politique camerounaise pour être président. Vous allez vous rendre compte progressivement de la profondeur, de l'intégrité et de la cohérence interne de la pensée et du parcours que Maurice Kamto a entrepris pour transformer structurellement la mentalité et former le citoyen camerounais. Parce que c'est le premier de ça. Je renvoie ceux qui n'ont pas encore lu l'urgence de la pensée à cet ouvrage. Et ils comprendront. À présent, j'ai voulu faire cette vidéo sur le chemin pour parler effectivement de ces incohérences. J'en ferai un certain nombre sur le chemin de ce qu'on peut appeler élection présidentielle et de ce que, et puis quand ma modeste personne est interpellée par un certain nombre de personnes qui ne se sont jamais engagées à Paris en France, représentants de partis politiques, je prie ces frères et sœurs que quand on n'a pas lutté pour les principes, on a lutté pour les idéaux, il ne faut pas s'engager pour le pouvoir.